Vous avez remarqué, chers téléspectateurs, que l'Algérie occupe depuis plusieurs mois les premiers plans de l'actualité et dans ce contexte, j'ai pensé qu'il était utile de revenir sur la question kabyle, qui peut représenter une bombe à retardement susceptible d'exploser au cours des mois qui viennent, dans le contexte que nous connaissons, qui est celui d'un échec complet de la nomenclatura parasitaire et prédatrice qui gouverne ce pays depuis maintenant plus de 50 ans, un pays qui pourtant dispose de potentialités remarquables en termes de ressources, en termes de dynamisme démographique, mais qui est en fait condamné apparemment à la pauvreté et à tomber sous la coupe, encore une fois, d'une classe politique largement corrompue, les différents clans militaires et sécuritaires se partageant le gâteau. La guerre civile qui a ensanglanté le pays dans les années 90 témoigne d'ailleurs de cet état de fait dramatique. Alors dans ce contexte, il est intéressant de poser la question berbère ou la question kabyle, comme on voudra, à un moment où l'identité nationale algérienne se trouve mise en question par les bouleversements politiques et sociaux considérables que nous constatons. L'Algérie, en fait, est le produit d'héritages multiples. D'abord les Berbères, qui constituent le socle initial de la population. Les Berbères, Imasiran, les hommes libres dans leur langage, mais les Romains les ont sans doute désignés sous le nom de barbares, le terme par lequel on désignait tout ce qui n'était pas gréco-romain, d'où le mot berbère est venu. Et puis, au-delà de ce socle berbère, il y a eu ensuite les Puniques, bien sûr, qui s'installent à Carthage. Il y a eu ensuite les Romains, évidemment, les Vandales, les Byzantins, les Arabes, les Turcs et finalement les Français au XIXe siècle. En plus, cette Algérie, l'ensemble de l'Afrique du Nord d'ailleurs, a été durant l'Antiquité, pendant plusieurs siècles, une terre profondément chrétienne. Initialement, elle va même résister à l'islam, plus longtemps que ne le fera l'Espagne visigothique. Mais ensuite, c'est une forme particulière de l'islam qui va s'y développer, le haridjisme, l'un des schismes qui interviennent dans les premiers moments de l'histoire musulmane, un haridjisme qui correspond d'ailleurs à une sensibilité, on pourrait dire, démocratique, caractéristique des populations berbères. Plus tard, l'Afrique du Nord sera le foyer de l'expansion fatimide, puis ensuite tombera sous la coupe des Almoravides, puis des Almohades qui se sont imposés au Maroc. Nous verrons également arriver sur le territoire de l'actuelle Algérie des populations arabes venues des déserts libyques qui sont envoyées vers l'Algérie par les califes fatimides du Caire. Ce sont les invasions hilaliennes du nom de la population des Beni Hilal qui vont s'abattre sur l'Afrique du Nord, nous dit Ibn Khaldoun, le célèbre historien du XVe siècle, comme une nuée de sauterelles qui détruisent tout ce qui se trouve sur leur passage. Alors inutile de dire que cette arabisation de l'Algérie, du Maghreb même en général, qui s'opère à l'époque est plutôt catastrophique pour les populations berbères. Un espace berbère d'ailleurs qui va se trouver de fait morcelé entre diverses régions. Le Maroc, où il y a encore 12 millions de locuteurs de la langue berbère, l'Algérie, il y en a encore 6 millions, la Libye, environ 400 000, le Sahel au sud, avec environ 3 millions de locuteurs dans des pays tels que le Niger, le Mali ou le Burkina Faso. En Algérie, la langue berbère est encore parlée en Kabylie, notamment dans ces régions montagneuses qui constituent sa forteresse naturelle, également dans les Aurès Nemencha, en pays chaouia, mais également dans l'Atlas mitidjien, dans le Hodna, dans le Ouarsenis, et également
notamment dans le Mzab, et puis au-delà, au Sahara, chez les populations touareg. Mais là où la conscience berbère est la plus forte, c'est en Kabylie, dans ces montagnes du Djurdjura et de la Kabylie des Babors. C'est Kabyle, dont le nom correspond à la désignation du pays des tribus, Kbaïl, eh bien, Ibn Khaldoun nous dit également qu'ils ont toujours su éviter l'humiliation de payer l'impôt. Une population donc attachée à son indépendance, une population farouche, toujours difficile à soumettre, d'autant qu'elle se trouve dans une montagne refuge qui s'est constituée comme telle à l'époque des invasions hilaliennes, et une montagne refuge dans un environnement, les plaines et les régions et les plateaux qui l'entourent, qui ont été occupés par les éléments arabes. Alors, ce môle de résistance naturelle va évidemment favoriser le maintien d'un fort particularisme. Des communautés kabyles organisées en douars et en tribus à partir des familles élargies, des communautés qui ont préservé contre la charia, la loi islamique, des coutumes traditionnelles antérieures, des communautés dont la foi musulmane est généralement considérée comme assez superficielle, et des communautés au sein desquelles survivent des rituels païens relatifs au travail de la terre, à la naissance, au mariage, à la mort, des Kabyles qui sont également attachés aux marabouts, et puis aussi aux confréries religieuses, les fameuses zaouïas, qui donnent une allure toute particulière à leur rapport à la religion. Ces communautés sont organisées politiquement, avec un Amokoram comme maire du village, avec une djema, c'est-à-dire une assemblée populaire au sein de laquelle le rôle des anciens est déterminant. Donc un monde tout à fait original, mais dans un pays dont les ressources sont limitées, un pays pauvre, qui vit de l'exploitation du bois, des arbres fruitiers, qui ne dispose pas de pâturage important, qui dépend des régions voisines pour son approvisionnement en céréales. Alors ce pays, tout naturellement, aux ressources limitées, va être un pays d'émigration vers le rêve de l'Algérie, et puis aussi vers la France, notamment au XXe siècle. Alors, la langue, c'est toutefois maintenu, langue qui correspond aussi à des traditions orales très vivantes, par lesquelles nous avons pu récupérer des poésies épiques, des contes qui ont été révélés par l'écrivain, notamment par l'écrivain Jean Amrouche, une culture qui nous a donné aussi des chants traditionnels, qui ont été popularisés par le chanteur Ait Mengelet, par exemple, ces chants dont André Breton se demandait par quel miracle ces superbes mélodies étaient venues à nous du fond des âges. Alors cette Kabylie, au moment de la conquête de l'Algérie par les Français, elle reste dans une large mesure en dehors de l'événement. Elle ne se rallie pas à Abdelkader qui porte le flambeau de la résistance. Et c'est plus tard qu'elle va être en fait conquise, qu'elle va passer sous le contrôle des Français. En 1851, le général Saint-Arnaud va s'emparer de la Kabylie orientale, puis en 1953, c'est la Kabylie des Babors qui va passer sous le contrôle des Français. On va installer à l'époque la route stratégique de Sétif à Bougie, puis de Bougie à Alger, par Tizi Ouzou. Dans les années 53-57 du 19e siècle, les colonnes mobiles du général Randon vont réussir à calmer tous les foyers d'insurrection, et la conquête va être conclue par la prise de la forteresse d'Iheriden et la création de forts national. C'est la fin donc, à la fin des années 1850, de la campagne de Kabylie. La défaite que connaît la France en 1870 va avoir dans ces régions des conséquences importantes. En effet, les colons européens, hostiles au bureau arabe mis en place par Napoléon III, les colons européens qui voudraient accroître les terres qu'ils cultivent, souhaitent trouver avec la Troisième République un régime qui sera davantage à l'écoute de leurs revendications, ce qui inquiète les notables locaux, les notables indigènes
algériennes locaux. Et c'est dans ces conditions qu'en mars 1871, Mohamed El Hadj Al-Mokrani va prendre la tête d'une puissante révolte, appuyée notamment sur la confrérie d'Amaria, et une révolte qui va toucher toute la Kabylie et puis également le massif du Hodna, alors que l'Algérois, l'Oranie, reste à l'époque parfaitement calme. El Mokrani sera tué 2 mois après le début de l'insurrection. Son frère va continuer la lutte jusqu'en janvier 72, mais il est à son tour vaincu. La répression est forte, les vaincus doivent payer de lourdes indemnités et on va séquestrer une partie de leurs terres. Mais très vite, les Français voient l'intérêt que peut présenter cette minorité kabyle. Selon le bon vieux principe qu'il faut diviser pour régner, eh bien, ils vont voir l'intérêt qu'il y a peut-être à opposer Kabyles et Arabes. D'autant que les Français vont installer rapidement un certain nombre de préjugés favorables aux Kabyles. On se souvient en effet que l'Algérie, ou ce qu'allait devenir plus tard l'Algérie, a été une terre chrétienne, à l'époque notamment de Saint-Augustin. Les catholiques français pensent à partir de là que l'évangélisation que souhaite le cardinal Lavigerie sera plus facile quand on s'adressera à ces populations-là. D'autre part, l'existence de ces assemblées municipales, qui étaient les djemmas, ces assemblées démocratiques, entre guillemets, faisaient que les républicains trouvaient également un intérêt à soutenir cette population kabyle, qui de plus semblait réticente par rapport à ce que l'on considérait à l'époque comme le cléricalisme musulman. D'où une vision plutôt positive de ce que certains présentent comme une Auvergne musulmane. On va même jusqu'à établir des comparaisons et découvrir des affinités entre Gauloises et Kabyles, et on pense que ces populations pourront même contribuer à régénérer une population indigène où les Arabes sont généralement considérés comme paresseux et hostiles à la présence française. Alors tout ça correspond à une approche ethnologique évidemment assez sommaire, mais tout cela va installer des préjugés, des représentations qui vont durer au fil du temps. Alors quand débute le mouvement anticolonial en Algérie, quand le cheikh Ben Badis et son mouvement des oulémas commencent à se mobiliser pour l'indépendance du pays, eh bien les Kabyles restent dans un premier temps à l'écart, car ce premier mouvement national algérien met en avant l'islam et l'arabité. C'est la langue arabe, c'est la croyance dans le prophète qui fonde l'identité algérienne pour le cheikh Ben Badis et ses amis. Les Kabyles ne se reconnaissent pas vraiment dans cette définition-là. En revanche, ils vont suivre avec davantage d'intérêt l'action du Parti populaire algérien de Messali Hadj, qui, lui, apparaît comme davantage ouvert sur la modernité, qui, très présent en métropole où d'une importante minorité algérienne est déjà en place, et notamment kabyle. C'est un parti qui a même des affinités dans les années 1920 et 30 avec le parti communiste. D'ailleurs, en 1949, le parti de Messali Hadj va connaître une crise berbériste, c'est ainsi qu'elle est désignée. Le Parti populaire algérien à l'époque est épuré de ses cadres kabyles, et la Fédération de France, même contrôlée par les Kabyles qui étaient très majoritaires dans l'immigration en France, va même être dissoute cette même année. Mais il n'empêche qu'en 1954, une association pour la langue berbère est créée à Paris, quelques mois seulement avant le début de l'insurrection algérienne de la Toussaint 1954. Une fois la guerre d'Algérie commencée, les Kabyles vont prendre une part très importante dans
dans ce conflit, notamment à travers la Vilaya II des Aurès Nemencha et surtout la Vilaya III de Kabylie. C'est là, en Kabylie, à l'été 56, que se tient le congrès de la Soumam, très important dans l'histoire du FLN. C'est dans cette région que sévit Amirouche, l'un des plus redoutables des chefs rebelles, qui sera finalement abattu par les Français en 1960. Mais les Français vont trouver dans cette population kabyle un môle de résistance particulièrement actif, avec des figures de l'insurrection algérienne importante comme Krim Belkacem, comme Aban Ramdan, qui sera d'ailleurs liquidé par ses compagnons en décembre 1957. Et les choses continueront après l'indépendance, puisque après celle-ci, Krim Belkacem et Mohamed Rider seront assassinés alors qu'ils seront partis en exil. Quand l'indépendance arrive, des tensions apparaissent rapidement. En septembre 1963, Haït Ahmed, l'un des chefs historiques de la rébellion algérienne, et le colonel Simoand prennent le maquis en Kabylie. Alors il ne s'agit pas d'une entreprise séparatiste, contrairement à ce que prétend le pouvoir central, mais il s'agit de contester en fait le pouvoir de Ben Bella et de chercher à imposer une alternative qui se veut davantage démocratique. La répression s'abat sur les dissidents. Haït Ahmed est condamné à mort, puis gracié, puis il s'évade en 1966. Et désormais, c'est à l'extérieur que va se poursuivre le combat des Kabyles. En février 67, une académie kabyle est créée à Paris. En 73, un enseignement du berbère est dispensé à l'université de Paris 8 Vincennes. Donc, le mouvement qui affirme cette identité berbère, kabyle, réussit ainsi à se maintenir. En 1974, des incidents se multiplient en Kabylie même. Le pouvoir réagit en infligeant de lourdes peines aux dissidents. Et en janvier 1976, un front uni de l'Algérie algérienne tente de réunir sur le plan politique, justement, cette dissidence kabyle. Les choses sont relancées en avril 1980. L'interdiction d'une conférence consacrée à la poésie kabyle que devait faire l'écrivain Mouloud Mumeri à l'université de Tizi Ouzou déclenche des manifestations et même des émeutes. C'est ce que l'on va appeler le printemps berbère. Mais l'armée attachée à l'unité du pays veille. Il y a des milliers d'arrestations, ce qui va aboutir, au bout du compte, à la création d'un mouvement culturel berbère qui va porter désormais le flambeau de la cause kabyle. On va... Chadli Benjelid, qui est devenu l'homme fort du régime algérien après la disparition de Boumedienne, va chercher à calmer le jeu, va faire valoir que les Algériens sont tous des berbères qui ont été islamisés. En décembre 1983, il va encore exalter les origines berbères du pays, mais en même temps, une nouvelle crise étudiante éclate en 1986 et surtout, en octobre 1988, c'est une véritable explosion politique et sociale que connaît le pays contre le pouvoir corrompu et incapable qui gouverne depuis plus d'un quart de siècle. Alors il faut passer à une certaine forme de libéralisation politique. C'est l'occasion de créer un rassemblement pour la culture et la démocratie, le RCD de Saïd Saïdi, et qui est issu du mouvement culturel berbère né en 1980. C'est l'époque où Haït Ahmed, leader du Front des forces socialistes exilé depuis plus de 20 ans, rentre en Algérie. Le pouvoir doit faire des concessions. En 90, un département de langue et de culture berbère est ouvert à l'université de Tizi Ouzou, un autre à celle de Bougie en 1991, mais les choses s'emballent. Les élections locales de juin 90 voient une forte poussée du RCD et du Front des forces socialistes en Kabylie notamment. Ils l'emportent très clairement, mais par ailleurs, la victoire en général du Front islamique du salut va préparer la guerre civile consécutive à l'arrêt du processus électoral. Cette guerre civile
La Kabylie est touchée également. L'écrivain Taher Djehout est assassiné en 93. C'est le tour bientôt du chanteur Matoub Lounès, l'une des figures les plus populaires auprès de la jeunesse kabyle. Les grèves se multiplient dans les lycées et les universités, alors que le président Bouteflika reste sur une position tout à fait hostile à la reconnaissance du fait kabyle. Les choses sont relancées en 2001 avec l'assassinat dans la gendarmerie de Beni Douala de Massinissa Guerma, qui va très vite faire figure de martyr pour les manifestants kabyles. Des émeutes se développent à Tizi Ouzou, à Bougie, dans de nombreuses localités. Une préfecture est incendiée à Ouzelagen. Des gendarmeries sont assiégées. Il en va de même des locaux des partis politiques. Des barrages sont installés sur les routes et l'agitation va même gagner l'université algéroise de la Bouzaréa. Bouteflika, qui était au moment où éclate cette crise en voyage au Nigeria pour assister à un congrès consacré au sida, est obligé de rentrer en catastrophe. Les ministres RCD qui l'avaient rejoint démissionnent. D'importantes manifestations ont lieu à Alger et l'homme fort du pays est obligé de faire quelques concessions, d'accorder quelques ouvertures sur la question linguistique. Mais l'armée est hostile, les islamistes modérés, entre guillemets, qui le soutiennent également, et dénoncent le séparatisme dans lequel on voit évidemment un complot de l'étranger. Alors, pas de perspective pour sortir de cette crise qui demeure latente. La crise qui a débuté en 2019 et qui secoue l'ensemble du pays, qui est générale, a vu revenir dans les revendications des manifestants, les revendications berbéristes. On a vu des drapeaux berbères accompagner le drapeau national lors de ces manifestations. Mais pour le moment, ces revendications kabyles, berbères, n'ont pas pris une importance majeure. Il n'en reste pas moins que si la situation continue à se dégrader, il faudra attendre l'évolution des choses à propos notamment des élections qui sont prévues dans les semaines qui viennent en Algérie, eh bien on peut penser que cette question kabyle risque de revenir au premier plan dans une Algérie qui n'a jamais véritablement trouvé un équilibre satisfaisant depuis l'indépendance survenue en 1962. J'ai le plaisir et l'honneur, chers téléspectateurs, de recevoir aujourd'hui Dominique Paoli. Dominique Paoli, journaliste et historienne, mais que nous connaissons bien comme directrice de la publication de Radio Courtoisie, présidente de Radio Courtoisie, et qui a derrière elle une œuvre historique importante. Elle s'est notamment spécialisée sur l'histoire de la famille d'Orléans. Mais si je l'ai invitée aujourd'hui, c'est pour repartir vers une époque beaucoup plus lointaine, à savoir le XVe siècle, puisqu'elle a été à la manœuvre pour faire publier aux éditions Via Romana Jeanne d'Arc à Domrémy. Alors c'est un ouvrage d'un historien complètement oublié aujourd'hui, qui s'appelle Siméon Luce, mais qui n'en était pas moins un historien tout à fait éminent, et qui a abordé d'une manière méthodique, exhaustive, toute la question des voix qu'a entendues Jeanne d'Arc à Domrémy, et qui l'a fait d'une manière, je dirais, très en avance sur son temps. On n'est pas dans le simple récit historique. Il a étudié très précisément tout l'environnement local, tout l'environnement politique et spirituel de la période, pour essayer de cerner
au plus près ce phénomène concernant Jeanne d'Arc, qui a fait l'objet, on s'en doute, de vifs débats. Alors, Dominique Paoli, vous avez exhumé en quelque sorte ce travail de Siméon Luce. Comment l'avez-vous découvert et quelle a été la motivation première de cet intérêt pour cet ouvrage particulier? Alors, cher Philippe Conrad, d'abord je veux dire aux téléspectateurs, je suis tout à fait ravie de me retrouver à TV Liberté en votre présence, en face à face, j'espère productive, pour parler de Jeanne d'Arc. Alors, vous me demandez ce qui m'a finalement fait découvrir ce livre. Ce livre, je l'ai découvert il y a fort longtemps en préparant une émission de radio sur Yolande d'Aragon. C'est à travers Yolande d'Aragon que j'ai découvert Siméon Luce, parce que Yolande d'Aragon, forcément, c'était Jeanne d'Arc, et Jeanne d'Arc, forcément, c'était Quicherat, c'était Jules Michelet, etc. Et donc, j'ai trouvé dans le Quicherat une petite note dans laquelle il était précisé que Siméon Luce, dans ses recherches, avait trouvé toute une série de messages échangés entre Robert de Baudricourt, le capitaine de Vaucouleurs, et le futur roi René, à l'époque, le jeune René d'Anjou, beau gendre, il faut mieux dire ça, gendre du duc de Lorraine, Charles II, et également fils de Yolande d'Aragon. Voilà. On voit tout de suite comment le décor se plante dans les relations entre les cours. Et donc, parce que la cour de Lorraine à l'époque, elle est totalement indépendante. Et donc, je me suis dit, mais tiens, c'est extraordinaire parce que ça me permet de comprendre comment Jeanne d'Arc a pu arriver jusqu'à Chinon. Jusqu'à Charles VII. Par quel parcours, par quel lien. Donc, voilà, ça avait attiré mon attention, je l'ai retenu, etc. Et puis, je n'ai pas pu écrire sur le XVe siècle parce que je ne suis pas chartiste, au contraire de Siméon Luce, qui lui était qui est entré major à l'école des Chartes. Excusez du peu. Donc je me suis dit que ça pourrait être un jour quand même l'occasion de parler du XVe siècle. Et puis le temps a passé, et puis je me suis retrouvée un jour avec cette brochure que, si vous voulez, je peux montrer aux téléspectateurs, qui est une brochure de Charles Maurras à l'intention des jeunes filles royalistes. Et oui, d'ailleurs, il dit Jeanne d'Arc, une jeune fille royaliste. Et il se base sur Siméon Luce. Pourquoi se base-t-il sur Siméon Luce? Parce que Siméon Luce a compris le rôle politique de la mission de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire faire sacrer le roi à Reims. Voilà, donc c'est un élément fondamental de l'histoire de Jeanne d'Arc, et Siméon Luce est vraiment le recours pour Charles Maurras. Il s'appuie sur lui pour établir donc cette petite brochure qui est tout à fait charmante par ailleurs. Alors on voit religion, patrie, royauté, enfin tout y est. Ça correspond très bien à ce qu'écrit d'ailleurs Siméon Luce. Il y a une concordance. Alors ce Siméon Luce, c'est un Normand d'origine, et il s'inscrit dans une tradition historique au XIXe siècle, qui est marquée en amont par Michelet et toute sa vision complètement nouvelle du Moyen-Âge, toute sa vision de la mission de Jeanne d'Arc, expression du peuple français dont Michelet entend faire l'acteur principal de la période, et puis Quicherat, dont vous avez cité le nom, et qui a été, je crois, un historien du procès. Voilà, c'est lui qui a publié les minutes du procès. Voilà. Mais alors, ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que en réalité, Jules Quicherat, ça peut nommer Jules aussi, Jules Quicherat publie ses actes du procès pour justifier les dires et les écrits de Jules Michelet. Bon, donc vous voyez la filiation idéologique. Et puis arrive par derrière notre ami Siméon Luce. Et lui, il est passé par le petit séminaire. Et il cherche à être
totalement neutre dans l'analyse il le dit, il écrit dans son livre, de la mission, des voies de Jeanne d'Arc, il veut, mais en même temps, on sent bien qu'il n'est pas du tout, pardonnez-moi ce terme, laïcard, oui, comme les autres. Oui, il n'est pas dans une perspective positiviste, rationaliste, comme le sont les historiens tels que Michelet. C'est ça, c'est-à-dire que, et Maurras va envoyer derrière la bagarre, contre les historiens qui veulent faire de Jeanne une héroïne laïque. Donc, et oui. lui, il dit non. Et nous sommes à l'époque dans les années 1880. Ah, alors, donc la République vient à peine de l'emporter, et le débat idéologique est d'une envergure considérable. On sait très bien. L'histoire est un enjeu déjà à l'époque. Alors c'est vrai pour la Révolution française, évidemment, à cette époque-là. C'est vrai aussi pour la relecture que l'on a faite au XIXe siècle du Moyen-Âge. Tout à fait. Effectivement, comme vous le dites si bien, on est en plein retour vers le Moyen-Âge. Donc, alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a le sentiment que d'abord, c'est pas Jules Michelet qui a remis, si l'on peut dire, Jeanne d'Arc au goût du jour. C'est un de ses prédécesseurs, c'est Casimir de la Vigne. De la Vigne, oui. Casimir de la Vigne, très choqué, comme beaucoup de Français, par la défaite de Waterloo et ce qui s'en est suivi, la terreur blanche contre les bonapartistes, enfin, etc., et l'occupation de la France, à l'époque, c'était pas encore les Allemands, mais par les Alliés, et par les Bavarois, entre autres, qui se sont montrés particulièrement durs. Eh bien, il a besoin d'un soutien moral et spirituel, et pour lui, c'est Jeanne d'Arc. Donc c'est lui qui lance cette affaire de Jeanne d'Arc dans une très belle poésie épique. Il lui consacre, ça paraît normalement en 1817. Mais on est déjà bien avant Jules Michelet. Jules Michelet, lui, va enseigner l'histoire aux filles de Louis-Philippe, mais il va finir par se faire mettre à la porte du Collège de France parce qu'il est devenu beaucoup trop vociférant, beaucoup trop outrancier. C'est un militant républicain. C'est un militant républicain. Mais alors après, sous la Troisième République, effectivement, le côté laïcard s'intensifie, puis on sait très bien tout ce que la Troisième République va prendre comme mesure, les congrégations, tout ça. Donc, on voit très bien que Siméon Luce, lui, n'appartient pas à cette famille d'esprit. Il a le plus grand respect pour ses maîtres, mais il n'a pas cette forme d'esprit. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en même temps, au même moment, parce que vous avez bien dit que c'était publié dans les années 1880 et 1886, la première édition de Jeanne d'Arc et Don Rémy, mais surtout ce qui est important, c'est qu'il vient d'avoir un choc profond avec la défaite de 70 et la nouvelle occupation de la France. Donc il vit en même temps dans sa chair et dans son travail tout à fait en profondeur, il vit parallèlement les deux choses. Et donc c'est quelqu'un qui en plus a été amené à bien connaître le XVe siècle parce qu'on lui a demandé comme travaux. Et il est vraiment fondamentalement centré sur les héros. Et en particulier, alors Jeanne d'Arc, c'est l'héroïne numéro 1 pour lui. Voilà. D'où ce livre qui est à la fois plein de recherches sérieuses qui s'appuient sur plus de 300 preuves, 300 pages de preuves, 300 pages de preuves. Et en même temps, on sent chez lui une affection, il y a une forme vraiment très, très, très profonde chez lui d'admiration et d'amour pour Jeanne d'Arc. Il est subjugué par Jeanne d'Arc. Alors c'est un historien tout à fait rigoureux. Il avait publié d'ailleurs des travaux fondateurs sur la jacquerie, par exemple, du XIVe siècle, ce qui était un petit peu nouveau à l'époque comme thème d'étude. Alors il s'intéresse donc à Jeanne d'Arc
à Domrémy, et ça va être pour nous l'occasion de découverte tout à fait inattendue concernant ce qu'a été le parcours de notre future héroïne. Jeanne d'Arc, d'abord, quel est le milieu dans lequel elle naît et elle grandit? Car nous avons l'image évidemment de la petite bergère, la petite paysanne. C'est du roman, ça. Voilà, c'est évidemment du roman, mais là on va avoir une approche beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus scientifique, de la question. Tout en étant absolument enrobé par l'admiration. C'est ça, l'auteur est en empathie avec le personnage de Jeanne. Et en même temps, il est très rigoureux. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt de ce livre, c'est cette combinaison des deux. Et alors, ce qui est très important, c'est qu'une des premières choses qu'il dévoile, qu'il a découverte, et qui est pour Jeanne et pour la psychologie de Jeanne d'Arc, tout à fait, je vais reprendre le mot, de fondamental, parce qu'il se trouve que la châtellenie de Vaucouleurs, dont dépend Domrémy, a été intégrée au royaume de France en 1365 par Charles V. Il y avait déjà eu des prémices sous Philippe VI, sous son grand-père, mais c'est lui qui va concrétiser donc le fait que cette châtellenie de Vaucouleurs appartient au royaume de France. Elle fait partie de cette région qu'on appelle le Barrois mouvant. Le Barrois mouvant. Mouvant, oui, parce que ce sont les confins du Barrois contre la Champagne. C'est ça. D'ailleurs, c'est tout à fait mouvant. On s'en raconte avec la géographie historique montre que les choses avec les incursions anglaises ont évolué sur cette frontière orientale du royaume. Oui. Mais donc, c'est très important parce que donc, Jeanne est une fille de France. Voilà. Et elle lutte. En plus, Domrémy est une espèce de bizarre village un peu frontière, qui est moitié d'un côté à moitié de l'autre, qui est coupé en deux. Enfin, c'est tout à fait exceptionnel. Et qui est un village très important, car il est sur la route marchande de la Meuse. C'est très très important, c'est pas du tout un petit village perdu au fin fond du Barrois mouvant, non, c'est un village important. Et effectivement, son père est le doyen du village. Donc, ça veut dire quand même, c'est un petit noble, un notable, pardon, c'est un petit notable du Barrois. Et le Barrois est, à l'époque, appartient, si je puis dire, au fameux René d'Anjou, fils de Yolande d'Aragon, que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que il lui a été légué par son oncle, le cardinal, et il lui-même a épousé donc la fille du duc de Lorraine. Donc vous voyez, le duc de Lorraine, et ça c'est quand même à remarquer, duc de Lorraine qui est malheureusement doit pas mal de choses au duc de Bourgogne. Donc, alors que lui, évidemment, René d'Anjou, c'est la cour de France, c'est sa mère Yolande d'Aragon, c'est son beau-frère Charles VII, pas encore Charles VII, le dauphin. Donc, tout ça, ça fait un imbroglio pas facile à gérer. Il faut reconstituer un petit peu tout cet environnement pour bien interpréter ce que va être finalement l'aventure de Jeanne à ses débuts. Alors, l'aventure de Jeanne, Jeanne, c'est qui? Jeanne, c'est une jeune fille. C'est une jeune fille patriote, donc, pour le royaume de France. C'est une jeune fille qui est mystique, qui passe son temps chez les religieux, qui, à mon sens d'ailleurs, lui ont aussi appris beaucoup de choses autres que la religion, puisqu'à l'époque, c'était eux qui dispensaient l'instruction. Hein. Bon. Et donc, elle va se prendre... Elle veut... C'est une adolescente rebelle. Elle a en elle une rébellion et qui lui est confirmée par ses voix. Ça va de pair avec ses voix. Et donc c'est elle qui, en plus elle est douée, et ça c'est exceptionnel, d'un don de persuasion. Alors, dans sa famille, ça ne marche pas. Son père est furieux, ne veut pas entendre parler de quoi que ce soit de sa mission. Mais elle se débrouille avec le cousin germain le mari d'une de ses cousines germaines, pour se faire conduire à Vaucouleurs. Elle n'est quand même pas n'importe qui, elle est la fille du doyen.
de Don Rémy. Donc elle a quand même, grâce à tous ses appuis familiaux, elle a accès à Baudricourt. Cela dit, Robert de Baudricourt, au départ, alors, oui. Bon. Et puis, il la renvoie chez elle, et puis entre-temps, Don Rémy a subi une incursion des Anglais. Les habitants sont obligés d'aller se réfugier à Neufchâteau, et elle vit dans sa chair, vraiment dans sa chair. L'occupation anglaise, l'invasion anglaise, oui. Donc, quand tout ça est terminé, puisqu'ils peuvent réintégrer Don Rémy, elle se dit maintenant il faut que j'y retourne. Et toujours guidée par son oncle, elle va donc, elle retourne à Vaucouleurs et elle fait de nouveau le siège de Baudricourt. Alors, entre-temps, évidemment, Baudricourt a bien eu vent, s'est mêlé de ses problèmes d'incursions anglaises, et il a le sentiment que peut-être il y a quelque chose, mais enfin, il a du mal à se décider. C'est là que les relations familiales, il faut savoir qu'un des grands nœuds de cette affaire, ce sont les relations très proches entre Robert de Baudricourt et René d'Anjou. Il est d'ailleurs le chambellan de René d'Anjou. Ils ont toujours été très liés, on voit leurs échanges de messages. Et donc là, on sent que Baudricourt va parler à René. En même temps, il a ses ouvertures du côté de la cour de Chinon. Et donc, tout ça fait un ensemble qui vont faire une espèce de cocon qui va vraiment favoriser l'arrivée de Jeanne, le parcours de Jeanne vers Chinon. Son itinéraire jusqu'à Chinon. Oui. Alors, cet événement-là qui est en train de se mettre en place, à l'origine, il y a les fameuses voix. Et que nous dit Siméon Luce à ce propos? Comment va-t-il interpréter cet épisode? Il essaie un petit peu d'être prudent. Hein. Il écrit qu'il est prudent vis-à-vis de cela, mais on sent bien que malgré tout, il trouve que c'est important. Hein. Mais je ne pense pas qu'il ait imaginé, lui qui passait par le petit séminaire et qui ne l'a pas du tout rejeté. Je pense que j'aurais tendance à penser, mais je ne suis pas dans l'esprit de Siméon Luce, que malgré tout, il s'est dit que de toute façon, elle a entendu des voix. Ça, certainement. Maintenant, alors, l'origine des voix, c'est là que ça devient autre chose. Est-ce que c'est un phénomène miraculeux? Ou c'est Dieu qui s'est dit, voilà la personne idéale. Hein, pour elle, c'est l'adolescente rebelle, intelligente, pleine de persuasion, etc. Quelqu'un de vraiment exceptionnel, et je la choisis pour lui envoyer mes messagers, messagers et messagères, ou alors elle a eu des hallucinations. Bon, c'est ça. Ça dépend de la position qu'on peut avoir. Soit on est croyant, on croit aux voix divines, soit on n'est pas croyant, et alors là, on interprète comme on veut. Et le fait que tout cela se produit auprès de l'arbre aux fées, tout ça nous amène dans tout un imaginaire du merveilleux médiéval qui, à l'époque, est quand même assez répandu, qui est sans doute une très lointaine survivance de croyances païennes, sans doute, et qui tout cela peut expliquer aussi la situation bien particulière de la jeune Jeanne à ce moment précis. Vous avez tout à fait raison, parce qu'on voit qu'il y a d'abord effectivement les faits, toutes les croyances de l'époque, et j'y reviendrai. Et on voit également qu'il y a la mystique de l'époque aussi. Donc ça se mélange. Mais ce qui est extraordinaire, et vous avez tout à fait raison d'évoquer la partie donc, des faits, la partie, eh bien c'est merveilleuse, c'est la prophétie. Car la prophétie veut qu'une jeune fille venue des marches de l'Est arrivera sur un cheval blanc et livrera la France. Et c'est une prophétie dont on détecte l'existence à partir de quand? Ah oui, à partir de témoignages. À partir de témoignages. Il faut dire que même si ça a été contesté, dans le procès de réhabilitation, c'était pas tellement longtemps après, il y avait encore beaucoup de gens vivants qui avaient connu Jeanne, qui l'avaient logée, qui avaient été proches d'elle, et qui
donc on livrait des témoignages, et c'est à travers ces témoignages, c'est en premier lieu qu'on connaît cette prophétie. D'accord. Oui, et alors cette prophétie, donc qu'est-ce que Jeanne d'Arc apparaît comme l'incarnation de cette prophétie. Voilà. Et qui s'en rend compte? Eh bien, c'est Yolande d'Aragon. Yolande d'Aragon, donc, duchesse d'Anjou. Qui est la belle-mère. Qui est la belle-mère du futur Charles VII. Du roi Charles VII. Par sa fille Marie. Hein. Elle a d'ailleurs elle a eu la possibilité d'élever en partie le futur Charles VII, parce qu'elle a conclu le mariage entre Marie et Charles, qui n'était qu'alors que le troisième dans l'ordre de succession au trône, et elle a conclu ça avec Isabeau de Bavière. Voilà, vous pouvez imaginer la rencontre de ces deux dames. Ça devait être assez extraordinaire. Toujours est-il que dans le sillage de cette histoire-là, donc c'était la coutume à l'époque, il était allé s'installer à la cour d'Anjou, enfin, et il a été donc en partie pendant plusieurs années élevé par Yolande, ce qui fait qu'elle le connaissait fort bien. C'est ça. Ouais. Et qu'elle a pu jouer un rôle. Elle a pu jouer un rôle très important, comme c'était une maîtresse femme. Oui, Louis XI dira d'elle qu'elle avait un cœur d'homme. Encore de femme. Cœur d'homme, encore de femme. C'est merveilleux. Et donc, c'est vrai que cette Yolande d'Aragon, qui est un personnage exceptionnel aussi, a joué un rôle fondamental aussi, je dis toujours fondamental, dans le parcours de Jeanne d'Arc, parce que c'est elle qui a compris, après tous les renseignements qu'elle a eus, toutes les informations qui sont arrivées de Lorraine et du duché de Bar et de Don Rémy, de partout, de Vaucouleurs, elle a compris qui était Jeanne, et que les quelques personnes qu'elle avait vues avant, les jeunes filles, ne faisaient pas le poids, mais Jeanne semblait faire le poids. Et puis finalement, on était dans un tel état à Orléans, il fallait un choc psychologique, et le choc psychologique, c'était l'incarnation de la prophétie. Donc elle s'est dit, allons-y, il faut donner le feu vert. Et d'ailleurs, Jeanne a dû attendre qu'un quelqu'un de la cour collée vienne la chercher parce qu'il y a quelqu'un de la cour qui a accompagné le parcours de Jeanne, qui se cachait la nuit, qui se cachait le jour chez les frères mineurs, et qui, la nuit, voyageait. C'est comme ça qu'elle a échappé aux Anglais. Alors vous venez d'évoquer les frères mineurs là, et il y a un élément important dans l'ouvrage de Siméon Luce, c'est la place qu'il accorde à l'influence à la fois des dominicains et des franciscains. Et des franciscains. Les ordres mendiants qui sont mis en place 2 siècles auparavant. Et quelle est la part qu'il leur accorde? C'est surtout les franciscains. C'est les franciscains qui dominent très nettement. D'ailleurs, la coupe de cheveux de Jeanne d'Arc et sa bannière, c'est d'inspiration franciscaine. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, elle a toujours été... Elle a voyagé, elle s'est retirée dans les couvents franciscains. D'ailleurs, en plus, cette espèce de filière des franciscaines était aussi, Yolande d'Aragon était également proche. Donc là, il y avait une reconnaissance particulière. Et alors cet intérêt des franciscains pour la jeune Lorraine se révèle assez tôt. Le fameux frère Richard. Dès le début de l'aventure. De toute façon, elle est déjà chez les franciscains. Enfin, elle fait référence aux franciscains. À la spiritualité franciscaine. Oui, on la voit dans toutes les églises où elle va prier, on le voit ça. Elle est déjà une sorte de franciscaine de cœur, en tout cas. Une Clarisse potentielle. Une Clarisse, à l'époque, elle n'est rien d'officiel, mais c'est sa loi. C'est cette spiritualité-là qui la retient. Et on sait le rôle qu'elle a joué à la fin du Moyen-Âge, dans les derniers siècles du Moyen-Âge. Dominique Paoli, merci infiniment pour tous ces éclairages. Nous arrivons à
la fin de cette émission. Je signale à nos téléspectateurs qu'ils peuvent vous retrouver tous les mardis matins sur Radio Courtoisie dans votre émission Les Mardis de la Mémoire. Avec Anne Collin. Avec Anne Collin. Et je vous recommande donc ce livre de Siméon Luce, Jeanne d'Arc à Don Rémy, aux éditions Via Romana, qui est accompagné d'une introduction et d'une postface très substantielle due donc à Dominique Paoli. Dominique Paoli, merci, merci de votre cher Philippe présence. Conrad.